Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Chaque semaine on se réunit pour parler de nos découvertes ornithologiques lors des 7 derniers jours. Et aujourd'hui on va en Afrique. Comment ça va Sophie ? Bah écoute, plutôt bien. Puis on va parler d'un oiseau que j'aime bien aujourd'hui, donc je suis contente. Et toi ? Eh bah écoute, on va parler d'un oiseau que je ne connaissais pas, donc je suis content aussi. C'est bien. Mais moi il existe par rapport au tien, et on va parler justement de... Comment ça, le mien, il existe pas ? Le dodo, genre, il n'y a pas de reste. existe-t-il ? Ah oui, il y a des restes, monsieur. Il y a des restes du dodo. À l'état fossile, bien sûr. Bien sûr. Mais on va avoir l'occasion de revenir là-dessus, à moins que tu veuilles commencer à nous parler du dodo, et moi je vous parlerai du Quelea, que vous connaissez peut-être, notamment si vous vous intéressez à tout ce qui est politique économique en Afrique, puisque c'est un véritable fléau, et on va le découvrir ensemble. D'accord, bon bah le dodo, du coup. Le dodo, on va commencer par quelque chose d'assez connu, parce que j'imagine que le nom, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Donc on est parti sur un oiseau assez ventru, assez gros finalement, avec un large bec, et un oiseau qui ne vole pas, avec de toutes petites ailes et de grosses papates, vu que c'est quand même un oiseau qui se déplace uniquement sur ses pattes, donc il faut quand même qu'il ait de quoi marcher. Et alors il y a une polémique sur le dodo, parce que bon, vous êtes certainement au courant que le dodo, de nos jours, a totalement disparu, hein, il n'y a plus un seul spécimen vivant, il nous reste 2-3 restes, ici et là, quelques momies, quelques dessins, bref, pas grand chose au final. Ok. On n'a pas de squelette complet par exemple, et on a du coup quelques restes de dodo, mais on n'a pas d'individu vivant pour nous dire exactement à quoi il ressemblait. Et alors on est là sur toute une polémique qui s'est construite il y a déjà pas mal d'années et qui continue encore de nos jours, même si on a quand même quelques éléments de réponse aujourd'hui, une polémique sur la forme générale de cet oiseau, parce qu'on se dit, est-ce que le dodo, il est plutôt rondouillard, comme on l'a souvent décrit, comme on l'a souvent vu en peinture, hein. Vous avez certainement en tête cette peinture finalement assez célèbre, Edwards de Roland Savary, qui a été peinte avec un dodo qui est représenté en plein centre, avec quand même voilà, un animal quand même bien grassouillé, on va dire, avec des jolies plumes jaunes sur les ailes et un petit toupet de queue jaune aussi. Mais d'autres l'ont décrit comme étant un peu plus maigrichon, et avec des couleurs un peu différentes aussi, et du coup, on se pose souvent la question, comment représenter cet animal finalement, dont on n'a plus de reste pour nous dire comment il était, et dont on n'a pas vraiment de témoignage de première main pour vraiment nous expliquer de quelle couleur il était, comment était son bec, comment était son plumage, enfin bref, les pattes encore, on a 2-3 trucs, mais on verra ça après, mais voilà, on a vraiment toute cette polémique qui est construite autour du dodo, comment on le représente, comment on fait ces représentations en musée, parce que des fois vous avez des spécimens qui sont des représentations, des reconstructions de l'animal en chair et en os en quelque sorte, qui sont peut-être pas forcément tout à fait véridiques. Donc comment est-ce qu'on arrive à un résultat qui pourrait être plus proche de la réalité ? C'est difficile d'arriver à trouver des sources de première main pour aller voir à quoi ressemblait cet oiseau. Alors, comme source de première main, on a plusieurs choses. On a déjà la tête momifiée du dodo, qui est visible, qui est à Oxford actuellement, qui est une... Alors, je sais pas si tu le savais, hein. En gros, on a cette tête momifiée dont il manque la lymphothèque. Alors, la lymphothèque, c'est quoi ? C'est la partie qui va recouvrir le bec, cette partie de peau qui recouvre de temps en temps autour des yeux aussi, et jusqu'au-dessus du bec. Je vais être honnête, je savais même vraiment... pas qu'on avait des dodos momifiés en fait. Ah ouais ? Non, je ne savais pas. Bah tu vois, on a juste un ou deux bouts. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On n'a pas l'animal en entier, hélas. Donc, voilà, on a cette tête de dodo momifiée dont on voit encore sur la peau l'insertion des plumes, hein. Ça fait un peu comme de la peau de poulet, si vous voulez. Quand vous avez un poulet, vous l'avez plumé, et bah, c'est la même chose sur cette tête de dodo. Vous avez ce bec avec la chair encore dessus, mais vous n'avez pas la lymphothèque, donc qui est l'enveloppe cornée du bec qui parfois va jusqu'au
jusqu'aux yeux, et chez le dodo c'est le cas parce que cette enveloppe va quasiment jusqu'aux oreilles, ça se voit donc sur cette tête momifiée. Donc on n'a pas non plus la coloration de cette Rhynfothèque, on ne sait pas de quelle couleur elle était, juste sur le spécimen en question, et pareil pour les plumes, on ne les a pas non plus, on a quasiment que la peau en quelque sorte qui est momifiée, donc c'est difficile de connaître la couleur de cette bestiole. Et on n'a pas de descriptions qui ont été réalisées par des naturalistes qui ont vu le dodo de leur couleur? Je vais y revenir après, okay. Si tu le permets. Bien sûr. Et je voulais juste commencer par les parties qu'on a vraiment, parce que bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose, donc il y a cette tête et il y a aussi la patte de l'animal, parce que la patte de l'animal avait été prise en photo, alors évidemment il y a déjà un peu de temps, quand elle était encore présente, je crois que c'était au Muséum d'Histoire Naturelle, alors ça devait être à Oxford ou à Londres il me semble, qui a été faite d'après le pied momifié de l'animal encore une fois, qui malheureusement a disparu de nos jours, donc on n'a plus que ce témoignage, donc cette photo en noir et blanc, hein, évidemment, sous plusieurs coutures heureusement, parce que ça avait été publié à l'époque, donc c'est quand même des dessins, c'est des choses qui avaient été faites très scientifiquement, donc on avait pris différents angles. Cool. On voit bien la peau, les écailles, on voit comment c'était fait sur la patte du dodo, hein, donc on est sur un animal avec donc 3 doigts à l'avant, un peu comme une patte de poulet en fait, si vous voulez regarder un petit peu, avec des écailles bien larges sur le dessus, des écailles beaucoup plus fines en dessous, sur la sole du pied, et puis vous avez un ergot retourné donc à l'arrière, un peu comme une patte de poulet. Et c'est à peu près les seuls trucs qu'on ait du dodo, qui nous reste vraiment de témoignages vraiment photographiques, ou du moins en chair et en os. Après, on n'a plus que des témoignages écrits et des dessins. Alors comme tu disais, il y a eu des descriptions des explorateurs qui sont partis sur l'île Maurice, qui ont vu le dodo, qui en ont mangé, hein, parfois aussi, parce que c'était un animal qui était quand même assez facile à manger. On est quand même sur un truc qui est de la taille d'une grosse dinde, qui se laisse attraper facilement, qui ne vole pas, donc ça fait un repas parfait, évidemment. Et ce dodo est passé à la broche plus d'une fois. Et du coup, il y a des gens qui l'ont dessiné aussi, sauf que les dessins qui ont été faits de première main ne sont pas forcément très très descriptifs. Okay. On est sur des petits croquis vite faits. Et les descriptions qui en ont été faites après sont un peu plus descriptives, mais pas si détaillées que ça non plus. Donc il va nous manquer quelques détails ici et là. Et ce qui va pas mal induire en erreur derrière, c'est que les principales peintures et les dessins vraiment qui ont été utilisés derrière qui ont été représentatifs du dodo et qui nous ont donné cette image d'un dodo bien grassouillé derrière, ce sont des peintures qui ont été faites par des gens qui n'ont pas vu le dodo de première main, qui ont en fait écouté les récits, qui ont vu l'animal momifié, mais qui n'ont pas vu eux-mêmes l'animal vivant en pied. Donc tout de suite on a des problèmes, parce que vous avez des gens qui ne représentent pas l'animal comme il est de son vivant. Tu voulais dire quelque chose ? Non, moi je t'écoute religieusement pour l'instant. Je reviens toujours sur cette histoire de momie, moi je suis assez surpris en fait. Ah ouais ? Ouais, parce que je m'attendais pas à ce que tu me parles de momie. Autant ossement, je comprends très bien, mais momification, carrément, je suis assez surpris, quoi. Mais voilà, ouais. Ce qui est bien avec cette momie quand même, c'est qu'on a des parties de peau, et on a pu récupérer sur cette peau un petit peu de coloration, notamment du côté de la mandibule du bec. Il y avait dans les descriptions qu'en avaient fait les explorateurs à l'époque, une mention d'une coloration bleutée au niveau de la mandibule, donc juste à la limite entre l'enveloppe cornée du bec vraiment et la partie où ça commençait à devenir de la peau. Et il disait, il y a une teinte bleue à cet endroit-là. Et alors, on s'est posé la question pendant longtemps, est-ce que c'est juste un reflet, est-ce que c'est un truc, est-ce que l'animal était malade, peut-être, on sait pas. Et il se trouve qu'il y a des analyses qui ont été faites sur ces petits bouts de peau, et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une coloration structurelle qui donnait du bleu à cet endroit-là. Ok. Voilà, donc cette description était finalement pas si mal, et ça a permis de clarifier pas mal de trucs. La représentation qu'on a habituellement du dodo, qui est finalement assez gras, on se rend compte avec les descriptions des explorateurs de l'époque et des gens qui ont bien voulu parler du dodo, qui était finalement un animal pas si important que ça à l'époque. Faut se rendre compte qu'on le considérait juste comme un truc à manger quand on faisait étape sur l'île, quoi. C'était pas non plus la chose exotique. Voilà. Le garde-manger de l'île Maurice, hein, c'est... C'est ça, c'est un peu ça. Bon, c'était pas non plus le truc exotique à décrire. La seule personne qui vraiment a fait une peinture qui semble assez proche de la réalité, et qui, pour le coup, était un véritable artiste, donc il savait représenter les choses avec une grande précision, en quelque sorte, et qui
En même temps, on avait vu un de près parce qu'il faisait partie à l'époque de la ménagerie du prince chez qui il résidait. Ok. C'est la peinture de Mansour qui représente un dodo pas si gras que ça finalement, avec une tête un petit peu noirâtre, avec cette coloration bleue juste sous la mandibule, hein, exactement comme on l'a décrit, et qui est finalement assez haut sur pattes. Ok. Avec des jambes plutôt bien droites. Et c'est vraiment la seule représentation qu'on considère assez proche de la réalité. Et ça, c'est une peinture qu'on n'a pas vue, qui nous a pas vraiment été montrée très souvent. Pourquoi ? Parce que c'est pas une peinture qui a été faite en Europe, c'est une peinture qui a été faite en Inde, il me semble. Oh, et donc, ok. et du coup, comme elle faisait partie d'une collection personnelle de quelqu'un d'autre, ça n'a pas été montré dans un musée, et du coup, les gens ne s'y sont pas intéressés, ne connaissant même pas l'existence de la peinture en question. Donc, du coup, l'oiseau a souvent été décrit comme dans la peinture qu'on connaît le plus, donc, qui est celle de Edwards, Roland Savory, qui est donc le gros dodo avec ses plumes jaunes, et qui, lui, n'a pas du tout de coloration bleue sous la mandibule, par exemple. Voilà, qui montre quelques différences avec les descriptions qu'on a de première main. Et il y a le bec rouge aussi parce que dans les représentations de dodo, moi je prends celle de l'âge de glace parce que c'est celle qui parlera à tout le monde. On a ce bec rouge caractéristique. C'est aussi une couleur qu'on retrouve dans le tableau de... Alors pas du tout. Ok. Le bec rouge, non, il n'est pas rouge, il serait plus dans les teintes un petit peu marron, brune, Ok. avec un bec plus noirâtre sur l'enveloppe cornée, et donc avec ce bleu en dessous sur la mandibule, mais et plus foncé sur la mandibule après, mis à part le bleu aussi. Ok. On n'est pas du tout sur du rouge en fait. Alors à la rigueur, les pattes vont être dans les teintes un petit peu rouge-orangé. Ça a été décrit, vu qu'on avait la pâte conservée donc à Londres pendant un certain temps, ça avait été décrit à l'époque, ça avait été dessiné, et la couleur, on l'avait au même titre que la couleur sur d'autres pattes d'oiseaux qui étaient aussi conservées au musée, et donc ça avait été scrupuleusement enregistré, donc on sait de quelle couleur étaient les pattes, et elles étaient rouge-orangé, mais pour le bec, c'était pas du tout la même couleur. Mais du coup, pour ce tableau, il a été retrouvé par la suite ? Qu'est-ce qui est advenu ? Alors, comment on est arrivé justement à retrouver, entre guillemets, cette description la plus correcte du dodo ? Alors, cette description la plus correcte, vu qu'elle était en Inde, du coup, elle a été récupérée ensuite par les gens qui l'avaient, alors que je te retrouve ça exactement, parce que il y en a plusieurs, on va peut-être parler d'une ou deux en plus aussi, qui sont intéressantes, parce que elles sont un peu plus prises sur le vif, des croquis qui ont été faits aussi, qui sont intéressants. Donc là, la peinture de Ustad Mansour, alors je ne sais absolument pas comment prononcer ça, m'excuserai par avance. Ça a été illustré, alors c'est une peinture qui prend pas seulement le dodo, c'est une peinture qui contient beaucoup d'autres oiseaux qui ont été illustrés spécifiquement pour l'empereur Jahangir de l'empire Moghul, qui avait une ménagerie à Surat en Inde. Et donc Jahangir, donc l'empereur, avait une certaine envie d'approfondir ses connaissances scientifiques, et notamment ses connaissances sur les animaux en zoologie. Et il a demandé donc à Ustad Mansour de peindre les animaux qu'il y avait dans sa ménagerie. Et en l'occurrence, il y avait un dodo dans sa ménagerie. Et c'est comme ça qu'on a cette peinture d'après animal vivant, qui permet d'avoir une bonne idée de ce à quoi elle ressemblait. Il y a d'autres oiseaux sur cette peinture, ce que je vois, il y a un perroquet, il y a deux anatidés, je crois, et un oiseau dont j'arrive jamais à se souvenir le nom, celui qui est en haut à droite, avec son espèce de collerette là. Il y a plein de bestioles dedans, et alors ce qui est très très bien, c'est que, bon, pour la plupart, alors c'est aussi un autre problème ici, on peut en parler tout de suite si tu veux. La plupart des oiseaux dans cette peinture sont à peu près, plutôt très bien représentés d'ailleurs, avec les bonnes couleurs, avec les bonnes proportions, enfin bref, on est vraiment sur un artiste qui a vraiment réussi à faire une image qui ressemble beaucoup à la réalité. Par contre, en ce qui concerne les deux anatidés qu'il y a dans un coin, ceux-là par contre on n'est pas trop sûr, parce que ça ressemble à rien de connu, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Alors il y a on a 2-3 idées peut-être, on se dit que c'est des juvéniles d'une espèce ou un truc comme ça, mais on n'est pas sûr au final. Et je pense qu'on sera jamais très sûr. Il n'est pas impossible que ce soit même des oiseaux qui aient disparu, hein, parce que
On n'a pas attendu le 20e, 21e siècle pour faire disparaître des espèces animales malheureusement. Moi je me souviens j'avais fait une conférence sur le martin pêcheur et j'expliquais aux gens que en Chine il y avait une tradition justement de prendre les plumes de martin pêcheur et de les offrir. Alors je sais plus si c'était en collier ou autre, mais du coup ça a entraîné, enfin les scientifiques pensent que ça a entraîné la disparition d'une dizaine voire d'une vingtaine d'espèces de martin pêcheur en Chine qu'on ne connaîtra jamais. Ah oui. Donc voilà, ça peut aussi faire partie, ça peut aussi faire partie d'espèces qui malheureusement ont disparu. Comme le dodo, on retombe sur nos pattes. Incroyable. Sur les pattes de dodo, évidemment. Les fameuses pattes de dodo. Donc on a donc cette peinture qui est très détaillée, qui est très bien. Puis on en a 2-3 autres aussi. On a notamment un croquis qui a été fait en 1605, qui s'appelle le Dodo de Carolus Clusius, qui est donc juste un croquis en noir et blanc, hein, on est juste sur un dessin à la plume, qui montre un dodo qui est finalement assez maigrichon aussi. Alors c'est pas non plus super bien représenté, on est vraiment sur les croquis de l'époque, hein, avec quelque chose d'assez rapide. Voilà, qui est un dodo maigrichon, pas si gras que ça comparé à d'autres représentations qu'on a pu avoir, mais qui montre déjà cette face assez caractéristique, ses grosses pattes, et qui est assez droit sur ses pattes aussi, donc on voit par exemple la cheville dépassé du corps, ce qui n'est pas le cas sur d'autres représentations, le dodo est un peu trop grassouillé. Donc on a cette représentation-là, et puis après on a 2-3 autres croquis, il y en a un de 1601 par exemple, qui montre aussi un dodo finalement assez maigrichon. Bon, assez maigrichon, tout est relatif, hein, mais qui est un dodo quand même pas trop grassouillé non plus. Pareil, on voit des pattes assez droites sous le corps, ce qui semble logique pour un animal qui passe sa vie à marcher et qui finalement... Alors, ça fait pas partie du groupe des ratites, hein, c'est pas une autruche, c'est pas un émeu, c'est pas un truc comme ça, mais c'est un animal qui est très adapté à la marche, c'est un animal qui ne vole plus du tout, donc c'est un animal qui a besoin de ses papates. Donc c'est logique qu'il ait des papates bien développées et qui lui permettent vraiment de courir. Donc je dirais que c'est assez normal d'avoir un animal avec des grandes papates à ce niveau-là, et pas juste des toutes petites papates en dessous d'un énorme corps rond. Ça semblerait pas très logique quand même. Alors il y a une théorie, décidément cette première partie est longue mais c'est pas grave, il y a une théorie qui dit que le dodo pouvait accumuler des réserves de graisse. Alors je sais plus si c'est appuyé par une explication scientifique ou autre, mais est-ce que c'est aussi une des raisons de pourquoi on a cette représentation du dodo grassouillet? Alors oui, alors il y a deux choses là-dedans. Il y a à la fois la réserve de graisse qui va se former autour du pygostyle, donc autour de la queue de l'oiseau. Vous l'avez quand vous mangez un poulet. La queue de l'oiseau, souvent, c'est l'endroit où vous avez beaucoup de gras. Et donc, chez le dodo, on pense que c'était plus ou moins la même chose, parce que vous avez notamment dans les anciens croquis, vous avez cette conformation avec finalement une queue qui est quasiment inexistante, avec juste une sorte de touffe de plume au bout. Et puis, cet arrière-train qui est assez large, qui est capable d'emmagasiner pas mal de graisse, et qui serait assez proche finalement de ce qu'on a actuellement chez notamment les oiseaux qui migrent, qui peuvent emmagasiner de la graisse à cet endroit-là pour la migration justement. Donc la graisse, quand on migre, alors ça se répartit un petit peu, mais ça se répartit pas tant que ça non plus sur le corps, parce que ça va être un peu embêtant après pour le vol. Ça va plus se répartir dans l'arrière-train, généralement, plutôt qu'autour du ventre. Donc on va pas avoir un dodo grassouillé au niveau du ventre, on va avoir un dodo grassouillé sur l'arrière-train. Okay. Voilà. Donc, ça va faire cette espèce de bulbe un peu rebondie à l'arrière qu'on voit dans les représentations. Et puis vous avez aussi le cou du dodo qui peut pas mal s'allonger, parce que vous avez cette poche qui est avant l'estomac ici chez les oiseaux, qui chez les pigeons peut se développer beaucoup, notamment quand l'animal a bien mangé, parce que le repas va rester là, et donc ça va faire une sorte de bosse sur le cou, et ça veut pas dire que l'animal est gras, ça veut juste dire que là il a fait un bon repas en fait. C'est tout. Voilà, donc il y a ces deux trucs là, mais par contre sur le ventre il n'était pas si grassouillé que ça, il avait une conformation tout à fait normale, on dirait. Rien d'intéressant à part ça, sinon la queue aussi, on représente souvent le dodo avec une sorte de touffe de plumes sur l'arrière-train, plus ou moins développée, et il semblerait qu'il est possible que ce soit... il y a pas mal de variabilité à cet endroit-là, on ne sait pas si c'est une variabilité saisonnière ou quoi, mais possiblement les oiseaux n'avaient qu'un tout petit toupet à cet endroit-là, pas grand-chose, et ils pouvaient peut-être le perdre à certaines périodes de l'année pour ne plus en avoir du tout, parce que par exemple dans la peinture de Mansour, il n'y a pas du tout de toupet sur la queue, il y a une sorte de petite
On voit une sorte de petite excroissance à peine, rien de très définitif. Donc on pense qu'il y avait quasiment pas de queue. Donc quand vous voyez une représentation de dodo avec une queue assez touffue, avec pas mal de plumes, en fait, c'est pas très très juste, parce que c'est pas ce qu'on connaît de l'oiseau. Ok. Voilà. Vous savez tout sur donc, le dodo désormais. Voilà, il y a plein de choses, il y a encore plein d'autres détails, mais on vous mettra le lien d'un article assez touffu. Ah bah c'est le cas de le dire avec la queue. Voilà. Et comme ça, vous aurez aussi toutes les images dedans pour vous faire une petite idée de ce à quoi il ressemblait, avec un résumé à la fin qui est pas mal fait. Malheureusement c'est en anglais, mais j'ose espérer que vous pourrez faire la traduction. Oui, avec un petit logiciel de traduction, ça se fait bien. Ouais, et du coup, notre deuxième oiseau africain. Et du coup, notre deuxième oiseau africain, c'est l'Akelea, ou le Kelea. Apparemment, ça se dit l'Akelea, mais je sais pas. Beaucoup de gens qui disent le Kelea. En tout cas, c'est le travailleur à bec rouge. C'est un oiseau qu'on trouve en Afrique. C'est un oiseau qui contient 3 espèces. Enfin, c'est le Kelea, c'est 3 espèces. C'est le travailleur à bec rouge, on va en parler. C'est celui qui va nous intéresser le plus et vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Le Kelea cardinal ou le travailleur cardinal qui lui se trouve en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Et le travailleur à tête rouge cette fois-ci, qui lui se trouve davantage dans le golfe de Guinée, Rwanda, Tanzanie, un petit peu Afrique du Sud. Et le Kelea ou travailleur à bec rouge, celui qui va nous intéresser, eh bien c'est un oiseau qu'on retrouve partout en Afrique, excepté au nord de l'Afrique, et excepté également tout ce qui va être pourtour de la forêt du Congo. Voilà. Mais sinon, on le retrouve partout, de l'ouest à l'est, et du nord au sud, jusqu'en Afrique du Sud, extrême nord du pays qui est l'Afrique du Sud. Alors le Kelea, qu'est-ce que je peux dire dessus ? Bah déjà, on va s'intéresser à son nom, qui apparemment serait très proche de celui de la caille, et serait peut-être une référence biblique à un événement qui a lieu lorsque des cailles débarquent dans le camp des Hébreux. Alors c'est, je crois, dans Nombre, si je dis pas de bêtises, faudra revérifier bien sûr, mais voilà, c'est très sujet à interprétation. On ne sait pas vraiment si ce sont les deux noms sont liés entre eux, mais il porte également un autre nom qui s'appelle le mange-mille. Ça, c'est un nom africain qui lui est donné. Pareil, il est très difficile de trouver une signification. Je sais juste que à partir de 1870, on avait dans le village de Prades, si vous êtes en Ariège, vous connaissez ce village, eh bien des centaines, des milliers de personnes qui sont parties au Sénégal pour tenter leur chance afin de saisir la perspective de l'arachide, qui était quelque chose de très prisé à l'époque. Et ces gens qui venaient justement de Prades pour aller au Sénégal, ce sont des gens qu'on appelait des mange-mille. Mais on faisait déjà référence à ces gens-là en tant qu'oiseaux, qui était le Kelea à bec rouge, ou le travailleur à bec rouge. Donc voilà, pas spécialement grand chose à dire au niveau du nom de l'oiseau. Alors maintenant, à quoi il ressemble cet oiseau ? C'est un oiseau qui ressemble à un moineau, mais qui est beaucoup plus proche du tisserin. Pourquoi ? Parce que il va être notamment capable de réaliser des nids absolument fantastiques. Des nids qui sont magnifiques, qui sont créés en, une dizaine de jours. Ça se fait très vite. Le nid est bâti par le mâle uniquement. Au bout de 2 jours, 3 jours, l'accouplement commence à avoir lieu. Au bout d'une dizaine de jours, le nid est fini. La femelle pond quasiment lorsque le nid est fini. Les jeunes éclosent 10 jours à peu près, voire moins,
après que la femelle ait rapide. pondu le premier œuf, c'est très rapide. Les jeunes, pardon, sont nourris pendant à peu près une douzaine, 14 jours avant de s'envoler. La femelle peut pondre entre 3 et 7 œufs. Et ce qui est assez intéressant avec le Kéléa, et c'est un véritable problème, c'est que ce sont des oiseaux qui sont extrêmement nombreux. Tellement nombreux qu'il s'agirait sans aucun doute, selon une étude qui a été réalisée en 2004, des oiseaux les plus présents sur Terre. J'avais dit dans un précédent épisode du Courrier de la Sterne que c'était soit l'hirondelle, soit le pigeon biset. Eh bien, j'avais faux. Il semblerait que ce soit bien le Kéléa, avec 1,5 milliard d'oiseaux présents en Afrique. Uniquement en Afrique. Pour les pigeons Alors, et toute pour... espèce confondue? Alors, uniquement pour le travailleur à bec rouge, pour le coup. C'est uniquement le travailleur à bec rouge qui a une population estimée à 1,5 milliard d'individus. Mais c'est une population qui est très très difficile à quantifier. Pourquoi ? Parce que les Kéléas se déplacent en très très grandes bandes qui peuvent faire des millions d'individus. Ce sont des oiseaux qui sont capables, par individu, d'ingurgiter 10 grammes de nourriture par jour. Mais lorsque les bandes se déplacent, eh bien, c'est entre 20 et 50 tonnes de nourriture qui sont ingurgitées par les groupes de Kéléa. Et c'est un véritable problème parce que les Kéléas se déplacent en bande pour trouver de la nourriture. Et des fois, on se déplace dans des champs ou des fermes où justement on a de la nourriture en très grande quantité. Et c'est un véritable problème puisque les oiseaux sont capables de décimer 40 à 50% d'une production. Et forcé de constater que ça pose d'énormes problèmes pour les gens qui en vivent, parce qu'il y a des gens qui en vivent, et ces oiseaux sont capables de tout réduire en miettes en l'espace de quelques jours seulement. Et c'est un problème qui apparemment, d'après un papier de 1972 que j'ai réussi à retrouver en ligne, persisterait depuis les années 1800. Depuis les années 1800, eh bien, les fermiers d'Afrique... Et parlons justement de ces problèmes avec en Tanzanie en juillet 2022, des personnes qui ont été impactées par le Kéléa. En janvier 2023, c'est au Kenya où il y a eu ce souci. En Tanzanie à nouveau, du coup, cette année, où en septembre dernier, 5 millions d'oiseaux ont dû être abattus pour justement protéger les récoltes. Alors comment on abat les oiseaux ? Soit on pulvérise des pesticides via des petits avions, soit on met des pesticides de surface, soit on utilise la bonne vieille méthode de l'explosif, c'est-à-dire qu'on attend que les Kéléas se réunissent sur un arbre en dortoir, on pose les charges explosives et on fait exploser les charges explosives pendant la nuit. Voilà. Et ça tue des centaines de milliers d'oiseaux. Alors bien évidemment il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ces méthodes qui sont utilisées. Il y a des gens qui prônent diverses alternatives comme la fauconnerie qui est assez efficace, je vais y revenir, et les épouvantails, mais les épouvantails ne marchent absolument pas contre les Kéléas. Donc du coup on a une diminution à peu près d'environ 5 à 10 millions d'individus par année, sauf que ça ne suffit pas à déstabiliser la population est toujours en phase ascendante. Malgré les nombreux individus qui sont éliminés chaque année et qui causent, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 50 millions de dollars de dégâts par an. C'est pour ça qu'on utilise aussi ces techniques beaucoup plus terribles. Pourtant, le Kéléa est soumis à la prédation, grosse prédation, notamment du marabout d'Afrique et de l'aigle des steppes. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Les marabouts et les aigles, ils interviennent notamment lors de la période de nidification, où les marabouts se perchent en fait sur les sommets des petits arbustes dans lesquels les Kéléas font leur nid, qui ressemblent à des nids de tisserins, donc c'est des nids très très fins, un peu en boule, donc bien protégés, mais ça ne les empêche pas pourtant d'être fracassés par les marabouts d'Afrique, qui sont des espèces de grosses cigognes qui viennent se poser finalement sur ces arbustes, et qui viennent tout simplement piquer les nids et piquer les jeunes qui sont dedans. Et les aigles des steppes, ils font exactement la même chose, sauf qu'eux, ils sont un petit peu plus prévoyants, dans le sens où ils vont être un petit peu plus patients avec les jeunes. Ils vont surtout attendre que les jeunes arrivent sur les nids pour demander de la nourriture aux parents, ou alors se posent à terre pour rechercher la nourriture pour la première fois. Et c'est sur un groupe qui faisait... Alors j'ai regardé un documentaire du coup qui date de 1986 et qui parlait de la disparition par ces deux sources d'environ 1 million d'individus. 1 million d'individus.
ne serait-ce que par ces deux oiseaux, ce qui est énorme. Pourtant, apparemment, d'après les chiffres que j'ai trouvés, on aurait quand même un taux de survie qui serait de 80% pour les oiseaux. C'est-à-dire que sur le million qui a été éliminé, 80%. 80%, ce qui est énorme, hein. Ce qui est énorme. Sachant que 95% des œufs éclosent et 87% des jeunes survivent. Ce qui est, enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Alors, malheureusement, il y a un souci, c'est que le marabout d'Afrique, bah, il n'y en a pratiquement plus. Il y a une étude qui a été réalisée en 2022, je crois, qui parlait de l'existence encore d'environ 1000 couples en Gambie et au Bénin, ce qui est très très peu. On n'a pas de chiffre au Cameroun, hein, ce qui est encore beaucoup plus désastreux. Et pour l'aigle des steppes, on est à peu près à 37 000 couples qui subsisteraient dans le monde. Voilà. Sachant qu'apparemment, on n'a pas les populations de la Russie, d'après ce que j'ai consulté comme chiffre. Donc voilà, ça reste quand même des populations qui sont très faibles. On était en 1986, pour les marabouts d'Afrique, entre 100 et 300 000 individus existants. Ouf. Voilà. Oui, ça a bien baissé. Donc on est sur une très très grosse diminution à ce niveau-là. Et puis, maintenant, essayer de trouver des véritables solutions. Donc, il y a des comités qui se réunissent tous les ans pour discuter des problèmes et de trouver des alternatives. Le problème, c'est qu'aucune alternative n'est trouvée, tout simplement parce que les oiseaux se déplacent en énormes bandes et que même si on élimine quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'individus chaque année, le taux de succès reproducteur est tellement important qu'on n'arrive pas à déstabiliser la balance et que c'est toujours un oiseau qui est extrêmement présent en Afrique. Après, on a mis 50 millions, je crois, sur la table lors de l'année 2021, si je dis pas de bêtises, pour justement lutter contre le fléau de ces oiseaux. 50 millions. Est-ce que c'est suffisant ? Moi, je me pose la question, sincèrement, pour l'intégralité des dégâts, que les oiseaux causent. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée. Donc voilà, le Kéléa, un oiseau qui est extrêmement problématique en Afrique et qui frappe un peu quand il veut, quoi, hein, d'une certaine manière, dans le sens où il est poussé par la disponibilité en nourriture et aussi par les sécheresses. Et forcément, lorsqu'il y a une sécheresse à un endroit, les groupes de Kéléa se droit et voilà, tout ce qui est bon en termes de nourriture est intéressant à prendre pour l'oiseau. Et oui, et surtout que les cultures, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une monoculture et d'aller manger toute la culture que d'aller chercher à droite et à gauche et de voler. Bon, si toute la nourriture est disponible sur place, vous avez un fast-food, c'est quand même plus simple à manger que de devoir aller faire 15 magasins les uns après les autres pour aller trouver votre truc. Et un truc assez important, un truc assez intéressant que j'avais remarqué, alors je ne sais pas si c'est des documentaires, donc c'est toujours un peu romancé, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais apparemment, les adultes sont quand même assez malins et très peu se font attraper par tout ce qui est rapace. Alors que, comme je l'ai dit, lorsqu'on est juvénile, les oiseaux sont plus vulnérables et donc sont plus faciles à approcher. Mais comme c'est des grandes bandes, eh bien, les alertes sont données beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que lorsqu'on aurait juste quelques individus ensemble, ce qui fait que finalement on a très peu de prises de la part de prédateurs potentiels. Donc il y a aussi ça qui peut rentrer en ligne de compte, mais comme je l'ai dit, c'est une information que j'ai trouvée dans un documentaire, donc ça reste à nuancer. Oui, d'accord. Voilà. Pour le travailleur à bec rouge. Du coup, est-ce qu'il travaille Il travaille. J'ai essayé de voir un petit peu d'où vient ce nom, mais apparemment ça viendrait du fait qu'il construit son nid. C'est pour ça qu'on l'appelle travailleur à bec rouge. Moi, j'ai essayé de voir s'il y avait une signification par rapport au républicain social. Genre voir s'il y avait un truc entre travailleur et républicain. Visiblement, il n'y a rien. J'étais un peu déçu. Je me suis dit, oh non, je vais pouvoir raconter une super anecdote. Puis finalement, il n'y a rien à raconter. Donc, oh, zut. mais voilà un petit peu tout ça. 10 millions de kilomètres carrés pour le territoire quand même de notre cher travailleur à bec rouge. Ce qui est énorme, hein, mine de rien. Impressionnant. Ce qui est énorme. Impressionnant. Ça fait 20 fois la France. Et plusieurs sous-espèces, enfin on ne sait pas si c'est exactement des sous-espèces, mais il y a plusieurs colorations différentes de cet oiseau aussi.
sur tout le territoire. Peut-être, j'avoue que j'ai pas fait la recherche. Comme je t'ai dit, j'ai juste vu qu'il y avait 3 espèces de travailleurs. Cette phrase est très très étrange, mais je vous assure qu'on parle toujours bien l'oiseau. Visiblement, le masque. Le masque qu'ils ont sur la tête, Oui. tu sais, le masque noir, là, qui est parfois entouré de rouge, pas tout le temps, est assez variable. Donc, à la fois, la coloration rouge autour du masque noir est variable, et des fois, de temps en temps, le masque noir est même absent il est blanc, chez oui. les mâles. Enfin, il est absent, effectivement, comme tu le disais. C'est un truc qu'il disait dans le documentaire aussi. Donc, en plus, il se déguise, c'est terrible. C'est terrible. Et toi, du coup, tu n'as jamais eu affaire à ce travailleur à bec rouge, comme on en a parlé Alors, si, on en a un petit peu en Afrique du Sud. On les voit pas tant que ça, au final. Ou du moins, j'en ai vraiment vu assez rarement, alors que pourtant, on se balade souvent. Alors, c'était vraiment pas dans les coins où j'étais. Mais alors, je vois que l'aire de répartition est effectivement plus ou moins sur toute l'Afrique du Sud, mais j'ai pas l'impression que ce soit si important que ça. On n'a peut-être pas exactement l'écosystème nécessaire pour. Moi, j'ai pris les cartes de eBird et il parlait davantage du nord de l'Afrique du Sud plutôt que l'intégralité de l'Afrique du Sud, ce qui me paraît quand même assez précis, puisque c'est généralement les relevés qui sont faits par les naturalistes, et ils adaptent les cartes en fonction de ce qui est fait comme relevé je crois, sur l'année glissante, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des relevés, à mon avis, plutôt précis pour le coup. Je dis pas le contraire, il y en a certainement, hein, mais c'est certainement pas un problème aussi gros que dans le reste de l'Afrique. On n'a pas de famine à cause de ça. Ouais, ça peut vraiment provoquer des sacrés soucis à ce niveau-là. Donc voilà, le travailleur à bec rouge, connu comme le fléau volant. C'est le surnom qui lui est donné en anglais, du coup. The Fizzle Locust. Voilà. Pour conclure ce chapitre ici. Et pour conclure cet épisode, parce que cet épisode arrive à sa conclusion. Il était un peu long, désolé, d'habitude on fait un peu plus court, mais là il y avait beaucoup de choses à vous dire. Donc on espère quand même que vous l'avez bien apprécié. Merci beaucoup Sophie, encore une fois, d'avoir été présente à mes côtés. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Merci à toi pour une super découverte aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir parlé du dodo sous toutes ses coutures. On rappelle qu'on te retrouve sur Entracte Science, on rappelle qu'on te retrouve sur Twitter @leplumeux, on te retrouve également depuis peu, mais à chaque fois que je dis ça, c'est dans 5 semaines que sort l'épisode, donc du coup tu ne seras plus sur Twitch à ce moment-là. pour nous parler d'oiseaux, mais pas que. Retrouvez le plumeux et bien sur Twitch. Vous nous retrouvez évidemment sur PodCDLS, bien évidemment. Vous nous retrouvez sur Spotify, sur Deezer. Vous nous retrouvez également sur YouTube si vous êtes davantage intéressé par YouTube. Merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux et nombreuses à suivre l'émission. On vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes.